Et comment ça va? En 1937, à Los Angeles, le milliardaire Hannon écrit une lettre à un employé d'un hôtel. Dans cette lettre, il avoue avoir fait une découverte très dangereuse qui risque de le tuer. Lorsqu'il termine, il se rend dans la salle de fête et remet la lettre au barman Ashton, en disant que quelqu'un nommé Douglas viendra la récupérer plus tard. Dès que Hannon rentre chez lui, Ashton ouvre l'enveloppe pour lire la lettre, ce qui le perturbe beaucoup. Peu de temps après, Hannon arrive chez lui et se couche avec sa femme. Soudainement, la chambre disparaît et il se réveille dans un laboratoire en 1999. Il se trouve que la ville de 1937 et toutes les personnes qui y vivent font partie d'un simulateur de réalité virtuelle développé par l'entreprise de Hannon. Il sort du laboratoire et se rend dans son bar préféré, où il prend quelques verres et son médicament pendant que des hommes étranges l'observent. Ensuite, il utilise un téléphone public pour laisser un message à Douglas sur le répondeur. L'appel est interrompu par une personne mystérieuse qui apparaît à la porte arrière. Hannon est surpris de la voir et la suit jusqu'à une ruelle sombre. Lorsqu'il est sur le point de révéler sa découverte, l'inconnu sort un couteau et le poignarde, le tuant instantanément. Le lendemain matin, Douglas, protégé de Hannon, écoute les messages sur le répondeur avant d'aller aux toilettes, où il est horrifié de trouver du sang dans l'évier et une chemise tachée dans la poubelle. L'un des messages provient de la police, leur demandant de se rendre d'urgence au commissariat. Douglas ne prête pas attention aux autres messages et court directement là-bas, où il rencontre le détective McBain. Il montre un corps sans vie à Douglas qui, dévasté, confirme qu'il s'agit de Hannon et répond aux questions du détective. Il explique qu'il a travaillé pour Hannon pendant 6 ans et qu'ils étaient aussi de bons amis. Ensuite, McBain et Douglas se rendent au bureau de Hannon. Le détective veut en savoir plus sur les projets de l'entreprise, mais Douglas se contente de dire qu'il travaille avec des logiciels et que le reste est confidentiel. À ce moment-là, il remarque qu'il y a une femme nommée Jane dans une autre pièce. Douglas est surpris de l'entendre dire qu'elle est la fille de Hannon car son patron n'avait jamais mentionné avoir des enfants. De plus, il a l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. Pendant que McBain emmène Jane pour un interrogatoire, Douglas se rend au 13e étage. Là, il rend visite à un programmeur nommé Whitney qui est en deuil de Hannon. Whitney parle de la simulation sur laquelle il travaillait et raconte que Hannon visitait fréquemment cette version de Los Angeles, bien qu'il restait encore des mois avant le premier test. Lorsque Douglas lui demande s'il savait l'existence de Jane, Whitney répond que non. Ensuite, Douglas retourne dans le hall et voit Jane sortir d'un taxi. Méfiant, il demande à la réceptionniste où elle séjourne pour pouvoir la suivre. Pendant ce temps, McBain interroge Whitney sur la recherche de l'entreprise. Whitney explique que leur réalité virtuelle est peuplée de personnes simulées qui apprennent seules, sans savoir quels sont des programmes informatiques, et que le choix de simuler Los Angeles en 1937 a été fait parce que Hannon voulait revivre ses années de jeunesse. À l'hôtel, Douglas retrouve Jane et l'interroge à la réception, lui demandant quelle a été leur dernière conversation avec Hannon. Jane explique qu'elle vivait en France et qu'il y a quelques jours, son père lui avait demandé de venir aux États-Unis pour l'aider à fermer l'entreprise. Après cela, Jane rencontre l'avocat de Hannon pour discuter du testament de son père, mais elle découvre que Hannon a fait un changement de dernière minute et a légué l'entreprise à Douglas. En même temps, McBain annonce cette même nouvelle à Douglas, qui est aussi choqué et confus que Jane. Ce changement fait maintenant de Douglas un suspect. Il dit qu'il n'a pas parlé à Hannon le jour du meurtre, mais McBain explique que la carte d'appel de Hannon a été utilisée juste avant sa mort. Chez lui, Douglas écoute le reste des messages sur le répondeur et finit par trouver un message de Hannon parlant de la lettre qu'il a cachée dans la simulation. Hannon dit qu'il a fait une découverte incroyable, mais l'enregistrement se termine lorsqu'il demande à la personne mystérieuse comment elle l'a retrouvée. Douglas court immédiatement au bureau et, après avoir recherché des informations sur Hannon dans l'ordinateur, demande à Whitney de le connecter. Au début, Whitney refuse et explique les dangers de cela, mais Douglas le convainc en disant que toutes les le mènent à lui. Alors, soit il a tué Hannon et oublié, soit il est en train d'être incriminé. Whitney dit qu'il ne peut lui accorder qu'une heure, mais Douglas le convainc de lui en donner 2, même si c'est risqué. Douglas se couche dans la chambre de simulation et après plusieurs lumières et un long transfert, il se retrouve dans la réalité virtuelle, prenant le corps d'un banquier. La sensation est étrange et Douglas court aux toilettes pour se reprendre. Son patron lui dit qu'il a l'air horrible et lui donne un jour de congé. Douglas quitte le bâtiment et est impressionné par les détails de l'ancien Los Angeles qui semble totalement réel. Whitney avait dit que lorsque Hannon se connectait à cette réalité, il prenait le corps d'un antiquaire
cimetière à Pasadena. Après s'être calmé, Douglas prend un taxi pour y aller. Il arrive rapidement à la boutique et est choqué de découvrir que le propriétaire, Grierson, est identique à Hannon. L'homme ne le reconnaît pas, mais trouve Douglas familier. Ensuite, Douglas se rend à l'hôtel et interroge les danseuses sur Hannon, jusqu'à ce qu'une d'entre elles lui dise de chercher Ashton. Douglas est surpris de voir qu'Ashton a le même visage que Whitney, mais il ne dit rien et commence simplement à poser des questions. Ashton explique que Hannon est un client fréquent et qu'il sort toujours avec des jeunes femmes, ce qui surprend également Douglas. Lorsqu'il lui demande à propos de la lettre, Ashton fait semblant de ne pas savoir de quoi il parle. Soudainement, Douglas commence à se sentir mal, car son temps est limité, alors il court aux toilettes tandis que son corps entre en convulsion. En un instant, Douglas se réveille dans le laboratoire, toujours nauséeux, tandis que dans la simulation, Ashton réalise que le corps utilisé par Douglas ne sait ni où il est ni comment il y est arrivé. Dans le laboratoire, Whitney aide Douglas à se calmer et le réprimande d'avoir choisi 2 heures, mais il se détend rapidement lorsque Douglas lui dit à quel point la réalité virtuelle est bonne et réaliste. Malheureusement, il se fâche à nouveau lorsqu'il découvre que Hannon utilisait la simulation pour sortir avec des filles. La conversation est interrompue lorsqu'un agent de sécurité annonce que quelqu'un demande à parler à Douglas à la réception. Douglas descend et trouve Tom qui dit avoir vu Hannon au bar l'autre soir. Il lui demande aussi de parler en privé, alors Douglas le conduit jusqu'au parking. Après avoir demandé de l'argent, Tom commence à frapper Douglas, l'accusant d'avoir tué Hannon. Douglas se défend et réplique en frappant la tête de Tom contre la fenêtre d'une voiture. Tom traite Douglas de fou et dit qu'il est l'un des plus recherchés d'Amérique avant de fuir. Un peu plus tard, Douglas appelle Jane et l'invite à dîner. Il lui parle du message que Hannon lui a laissé, mais admet qu'il ne se souvient pas s'il a vu ou parlé à Hannon le jour de sa mort. Jane conseille à Douglas de tout dire à la police et de s'éloigner de la simulation, qui pourrait être la cause de ses problèmes de mémoire. Douglas a l'impression d'avoir déjà rencontré Jane, mais elle refuse de parler de son passé. Elle lui demande de danser avec elle et finit par admettre qu'elle pense aussi l'avoir déjà rencontré. Après avoir expliqué que le déjà-vu peut être un signe d'amour à première vue, Jane et Douglas s'embrassent. Cette nuit-là, la police se rend dans l'appartement de Douglas pour l'arrêter en tant que principal suspect dans l'affaire Hannon. Au commissariat, McBain explique que la voiture de Douglas a été vue dans les images de sécurité du bar où le meurtre a eu lieu. La théorie du détective est que Douglas a tué Hannon pour l'empêcher de fermer l'entreprise. Tom a aussi dit à la police avoir vu Douglas sortir du bar avec Hannon, mais quelques heures plus tôt, les policiers ont trouvé Tom mort. Douglas passe la nuit en prison, mais le matin suivant, Jane paie sa caution en présentant un alibi en sa faveur. Déterminé à découvrir la vérité, Douglas se rend au laboratoire et entre dans la simulation, réglant à nouveau le chronomètre sur 2 heures. Cependant, il oublie d'appuyer sur un bouton et le temps ne commence pas à s'écouler. L'ordinateur tente de le prévenir, mais Douglas est déjà dans la chambre. Lorsqu'il apparaît dans la réalité virtuelle, il est au milieu d'une compétition de danse. Il abandonne immédiatement sa partenaire et retourne à l'antiquaire, jetant une pierre dans la fenêtre pour appeler Grierson. Au début, Grierson ne veut pas lui parler, mais Douglas explique qu'il peut lui dire pourquoi il perd parfois la notion du temps et se réveille sans savoir où il est. Grierson admet qu'après s'être réveillé, il voit des flashs de la vie d'un autre homme et que sa femme sent d'autres femmes sur ses vêtements. Il mentionne aussi avoir trouvé quelque chose d'étrange sous le lit. Il prend une mallette avec un costume très élégant, disant qu'il ne l'a jamais acheté et ne se souvient pas de l'avoir porté, mais qu'il lui va parfaitement. Douglas réalise que Hannon gardait le costume là pour l'utiliser chaque fois qu'il se connectait. Ensuite, Douglas emmène Grierson à l'hôtel où les employés l'appellent Hannon. Lorsqu'ils entrent dans la salle de fête, Grierson se concentre autant qu'il peut pour essayer de se souvenir de quelque chose concernant Hannon. Voir les filles l'aident et il se souvient que Hannon a remis une lettre à un homme. Lorsque Grierson désigne le barman, Ashton le remarque et quitte discrètement la salle. Douglas le suit jusqu'au vestiaire où Ashton le surprend par derrière avec une arme. Il admet avoir lu la lettre, ce qui lui a fait comprendre qu'il n'est qu'une création artificielle. Ashton a suivi les instructions de la lettre de Hannon et a conduit jusqu'à Tucson en passant par toutes les barrières qui ont essayé de l'arrêter. À Tucson, il a pu voir le bord du monde et a réalisé que cette réalité était fausse. Il veut savoir pourquoi Hannon et Douglas jouent avec les esprits des gens et demande à Douglas de lui montrer ce qui est vraiment réel. Riant comme un fou, Ashton tire sur Douglas à l'épaule et à la jambe. Lorsqu'il est sur le point de lui tirer dans la tête, Douglas donne un coup de poing et s'enfuit.
Une poursuite s'engage tandis qu'Ashton continue de tirer au hasard et Douglas se demande pourquoi la simulation n'est toujours pas terminée. Ashton suit la trace de sang jusqu'à la piscine où Douglas le prend par surprise et commence à le frapper. Il prend l'arme d'Ashton et la met dans sa bouche tout en lui demandant où est la lettre. Ashton la remet, mais c'est un piège pour le saisir à nouveau et le jeter contre un pilier. Les deux finissent par tomber dans l'eau et Ashton continue de frapper Douglas avant de tenter de le noyer. Lorsque Douglas est sur le point d'arrêter de respirer, Whitney le tire hors de la simulation. En voyant son visage, Douglas frappe son ami avant de réaliser qu'il est de retour. Ensuite, Douglas dit à Whitney que toutes les personnes dans la simulation sont aussi réelles que eux, avec leur propre vie et sentiments. Il pense qu'ils ne devraient pas manipuler les esprits des gens et que ce projet était une erreur. Whitney tente de le convaincre que tout a été programmé ainsi, mais Douglas s'en va furieux. À l'hôtel, Douglas trouve McBain qui l'attend pour lui annoncer que Jane a disparu. Après de nombreuses recherches, McBain a découvert que Hannon n'a jamais eu d'enfant et qu'il n'existe aucune femme nommée Jane aux États-Unis ou en France. Inquiet, Douglas retrouve le chauffeur de taxi qui a pris Jane quelques jours auparavant et lui paye pour des informations. Le chauffeur dit que Jane est allée dans un quartier voisin, alors Douglas se rend dans la région et commence à poser des questions sur elle, jusqu'à découvrir que le corps que Jane utilise appartient à une boîte de supermarché. Lorsque Douglas entre, la femme ne le reconnaît pas, mais admet qu'il lui semble familier. Avec l'histoire d'Ashton toujours en tête, Douglas suit la route décrite dans la lettre et passe par quelques barrières jusqu'à atteindre le bord du monde. Il est choqué de découvrir un mur de code et des structures en wireframe, ce qui signifie que sa réalité en 1999 est aussi fausse que celle de 1937. Cela signifie aussi qu'il n'est pas réel lui-même. Pendant ce temps, McBain trouve la boîte du marché qui ressemble à Jane, mais elle ne le reconnaît pas. Lorsque McBain ordonne à son policier de vérifier ses registres, il découvre que les amis de Jane ont remarqué qu'elle sort tous les soirs et dort toute la journée. À ce moment-là, Jane entre dans son corps et voit McBain dehors. Alors elle se cache et appelle Douglas, lui demandant de la retrouver dans le bureau de Hannon. Quelques instants plus tard, Jane raconte toute la vérité à Douglas. Il existe des milliards de mondes virtuels, mais celui-ci est le seul à avoir créé une simulation à l'intérieur de la simulation. Jane n'a pas tué Hannon, elle a été envoyée après sa mort pour faire semblant d'être sa fille et hériter de l'entreprise. Elle devait tout débrancher, mais Hannon a trompé tout le monde en modifiant le testament. Le corps de Douglas a poignardé Hannon, mais cela s'est produit pendant qu'il était contrôlé par un utilisateur de réalité virtuelle, qui se trouve être le mari de Jane, David. Jane explique que son mari est devenu accro à la simulation et a fini par se corrompre, devenant abusif. Elle pense que puisque Douglas et Hannon ont vu le bord du monde, cela prouve qu'ils ont un peu d'âme et sont réels. Depuis le début de la simulation, Jane observe Douglas et tombe amoureuse de lui. Douglas insiste sur le fait qu'il n'est pas réel et que personne ne peut l'aimer. Alors Jane l'embrasse et les deux finissent par s'impliquer. Pendant ce temps, Whitney se connecte à la réalité virtuelle et apparaît dans le corps d'Ashton alors qu'il conduit. Whitney doit éviter le trafic rapidement, mais il finit par heurter quelques boîtes et canettes quand même. En se regardant dans le rétroviseur, la police l'entoure et lui demande sa carte d'identité. Il cherche dans la boîte à gants et trouve une arme qu'il cache rapidement avant de prendre le permis de conduire d'Ashton. Le policier voit le permis et croit à l'histoire du véhicule ayant dérapé sous la pluie, alors il le laisse partir. Cependant, lorsque Whitney s'apprête à partir, il entend un bruit venant du coffre. Le policier lui ordonne d'ouvrir et trouve le corps du banquier attaché et ensanglanté. Il tente d'arrêter Whitney qui recule sous le choc et finit par être percuté par une autre voiture. À ce moment-là, le chronomètre de la simulation arrive à 0 et Whitney se réveille dans le laboratoire, mais il ne sait pas comment utiliser les portes automatiques et commence à toucher à tout. Le gardien remarque ce comportement étrange sur les caméras et appelle Douglas pour le prévenir. Dès que Douglas sort pour se rendre au laboratoire, Jane appelle McBain. Quelques minutes plus tard, Douglas arrive dans le bâtiment de l'entreprise et trouve le gardien inconscient sur le sol sans arme. Ensuite, il vérifie Whitney, qui rit devant la télé comme si c'était quelque chose de nouveau. Avec quelques mots, Douglas se rend compte qu'en fait, c'est Ashton qui est revenu parce que Whitney a été tué par la voiture. Douglas explique alors à Ashton que ce monde est aussi faux, mais Ashton veut toujours voir l'endroit où il est né. Les deux montent dans l'ascenseur et à ce moment-là, le mari de Jane, David, prend le corps de Douglas. Il reste silencieux pour l'instant et emmène
emmène Ashton dans la salle où se trouvent tous les ordinateurs qui contrôlent le programme de simulation. Pendant que Ashton regarde autour de lui, David trouve l'arme du gardien et lui tire 2 balles, le tuant. Quelques instants plus tard, David rejoint Jane, faisant semblant d'être Douglas au début. Pendant qu'ils s'embrassent, David révèle sa véritable identité et commence à la frapper pour s'être impliqué avec un autre homme. Il la jette sur le lit et commence à l'étrangler. Alors Jane attrape le réveil et frappe sa tête. Elle commence à courir tandis que David ouvre le feu, courant directement vers l'ascenseur. Lorsqu'il tente de retenir la porte, elle frappe sa main jusqu'à ce qu'il la lâche. Furieux, David commence à tirer contre les portes de l'ascenseur, mais les balles ne parviennent pas à les traverser. Lorsque Jane arrive dans le hall, elle découvre que les portes d'entrée sont verrouillées. Bientôt, David la rattrape et se prépare à tirer, mais il manque sa cible et la balle brise la fenêtre à la place. Et il se trouve que McBain est arrivé parce que Jane l'a appelé et il a tiré sur David au moment exact. Elle avait planifié la mort de son mari dans le corps de Douglas depuis le début pour emprisonner sa conscience dans ce monde. Maintenant, McBain connaît la vérité et lui demande de ne plus envoyer personne de son monde vers celui-ci. Quelques instants plus tard, Douglas se réveille dans le vrai corps de David et regarde autour de lui, lisant dans le journal que l'année est 2024. Jane se réveille également et montre à Douglas le monde futuriste dans lequel elle vit. Elle salue aussi son père sur la plage. C'est son visage qu'ils ont utilisé pour créer Hanon. Finissant ainsi The 13th Floor, film de science-fiction et thriller de 1999. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.